Je crois que le mérite de ce film est essentiellement d'avoir effectivement rendu accessible ce monde de l'opéra baroque et ce monde des castrats à un très très large public. Je pense que avant le film, effectivement, on soupçonnait pas ce que c'était, que ces voix, on soupçonnait pas la richesse de ce répertoire et le pouvoir très émotionnel de cette musique-là. Donc il y a oui, une façon de toucher un public extrêmement large. Il y a eu quand même 1,5 million de copies du disque de Farinelli qui a été vendu, ce qui est énorme pour le monde du classique. Ce qui veut dire qu'il y a effectivement 1,5 million de ménages qui ont ce disque-là, qui n'écoutent pas forcément tous les jours, mais qui a pénétré dans des couches assez profondes de la population mondiale. Donc, moi, je trouve ça toujours extrêmement positif. Le passage à Londres de Farinelli est probablement l'apogée de sa carrière qui a été finalement courte, puisqu'il a commencé essentiellement dans les années 30 et qu'il a fini en 37 quand il est parti à Madrid. Donc disons 7 ans de vraiment grande carrière, dont 5 ans qui sont passés ici et qui sont évidemment les moments les plus importants parce que Londres, dans ces années 30, était une plateforme très très importante du point de vue de la musique et en particulier de l'opéra italien. On n'écrivait pratiquement pas en anglais à l'époque et c'était donc la langue italienne qui était la plus importante. C'était des chanteurs italiens qui étaient importés, comme un peu aujourd'hui à Covent Garden où vous avez finalement peu de chanteurs anglais mais essentiellement des plateformes internationales au fond. Et c'était une capitale culturelle extrêmement importante, avec aussi déjà un pouvoir de l'argent qui était probablement le plus important en Europe. Donc pour Farinelli, effectivement, c'est l'apogée de sa carrière, c'est là qu'il chante le mieux, c'est là qu'il se fait le plus remarquer, c'est là qu'il gagne le plus d'argent, et c'est là qu'on viendra le chercher pour guérir, entre guillemets, le roi d'Espagne de sa mélancolie, en lui chantant tous les soirs ces petits airs pour le calmer avant de faire dodo. Londres est une ville extrêmement fascinante et toujours, comment dire, le symbole de l'insularité de l'Angleterre. Vous savez bien, comme moi, que l'Angleterre est un pays qui s'est toujours retranché derrière la Manche et derrière le fait d'être une île et qui donc est en Europe, oui mais non, qui profite de la proximité de l'Europe mais qui s'en préserve, qui adore la France mais qui s'y oppose le plus souvent possible, etc. Donc c'est pour nous continentaux, je parle pour moi mais je parle aussi pour les Italiens ou pour les Espagnols ou pour les Allemands, il y a toujours une espèce de côté très étrange et une compréhension qui est toujours très limitée, ne serait-ce que par la façon de s'exprimer, hein, qui est souvent ce qu'on dit n'est pas ce qu'on pense, etc. Donc il y a évidemment beaucoup de barrières pour nous. Qui passe par une fascination d'une civilisation extrêmement policée et très agréable au fond pour travailler. Pour moi, le travail à Londres est merveilleux. J'ai toujours été reçu de façon absolument princière ici. J'ai travaillé aussi bien au Barbican qu'à Purcell Hall, que ici à la Handel House ou à Wigmore Hall. Et c'est toujours un accueil absolument exquis. J'ai la chance d'être très apprécié par la presse anglaise. Donc tout ça fait que je suis toujours extrêmement bien reçu. Et en même temps, j'ai toujours l'impression d'être un parfait étranger qui ne comprend absolument rien à ce qui se passe autour de moi. Donc je pense que ça fait partie du charme de tout ça. Et ce qui fait l'attraction aussi d'une ville comme Londres pour tous les continentaux qui viennent ici inlassablement et qui, un petit peu comme les mouches qui se tapent contre une vitre, restent toujours dehors au fond. Je ne dis jamais assez, mais pour avoir un castrat d'une qualité comme celle de Farinelli ou de Senesino ou de Caffarelli, qui sont les plus grands de l'histoire de l'opéra baroque, il a fallu en castrer beaucoup, des centaines,
pour finalement en avoir si peu qui soient des très grandes voix. Donc c'est évidemment une pratique barbare qui heureusement n'existe plus, parce que aussi il y avait cette grande possibilité de fallimento, de ratage, qui était quand même terriblement cruel. Ils ont inspiré énormément les compositeurs, et ils ont certainement aussi cultivé une espèce d'imaginaire très très étrange. Et puis le fait que ce soit justement le Vatican qui ait utilisé le plus les castrats pour son usage domestique, dans la mesure où effectivement à la Sixtine on ne faisait chanter que des castrats, il y avait quand même cette idée de la voix de l'ange, quoi, de la voix qui soit d'une autre essence au fond. Hein. Je pense que c'est ça qui a fasciné et qui a fait qu'il y a eu une perpétuation comme ça de la tradition des castrats. C'était un rapport très très étrange que le Vatican entretenait avec ces castrations, puisqu'il les interdisait, et en même temps c'était les premiers consommateurs, les premiers à utiliser les castrats en Europe. Donc le fait de faire monter des castrats sur une scène d'opéra, ça a été pratiquement tout de suite le cas. On sait qu'avec les premiers Monteverdi, déjà on a des castrats sur la scène, et donc dès le début du XVIIe, on utilise des castrats, et ça continue jusqu'au premier Rossini en fait. Et on a encore sur le bel canto naissant l'utilisation des castrats. Donc il y a vraiment 2 siècles et pratiquement 2 siècles et demi de musique qui a été écrite à l'opéra pour eux. Donc évidemment c'est un patrimoine énorme, mais il faut se souvenir aussi que quand Handel par exemple était en panne de castrat, il pouvait faire appel à une voix féminine pour remplacer le castrat, et je pense qu'il faut évidemment rester dans cette optique-là, de se dire que bon, c'est certainement dommage, et c'est sûrement ce que disait Handel quand il avait une défection d'un grand castrat, c'est dommage, mais on a des solutions de rechange, et c'est le cas encore aujourd'hui quand on fait un opéra de Handel, on a heureusement tout ce qu'il faut comme chanteur pour pouvoir chanter les rôles de Handel. C'est pas un répertoire qui est devenu muet à cause du manque de castrats. C'est vraiment comment dire, un reflet des passions en fait qu'on peut exprimer en musique. Il faut savoir que dans l'opéra seria, qui est donc le lieu dans lequel les castrats s'exprimaient, il y a toujours un catalogue des passions. On fait toujours un air de désespoir, un air d'imitation de la nature, un air de furie, un air de tempête, il y a des obligations, quoi. On passe par, en général, le primo uomo qui était donc le castrat, ou la prima donna qui était la soprano de la soirée. En général, on 7 airs dans un opéra seria. Donc ça veut dire qu'on a largement le temps de faire un catalogue des passions pour le personnage qui passe par différents états dans le cours de l'opéra et de l'action dramatique. Donc il y a effectivement cette possibilité incroyable que de donner toutes ces facettes de la psychologie humaine, stylisées évidemment par le chant et stylisées par une expression musicale profonde. Quand il s'agit d'un compositeur comme Handel ou Porpora, évidemment on est dans vraiment quelque chose d'extrêmement puissant du point de vue émotionnel. L'artiste a du mal à débrancher, et puis les vacances, c'est quoi? C'est le divertissement. Se divertir, ça veut dire changer de voix. Tout à coup, la voix qui est la sienne, qui est justement faire de la musique, il faut en changer. Pourquoi il faut en changer? Justement, quand c'est la chose qui est la plus merveilleuse de la vie, que de pouvoir s'exprimer en musique. Moi, j'ai pas envie de me divertir, je suis désolé de le dire, parce que l'endroit où je me trouve me semble être l'endroit le plus beau qui me soit donné dans la vie. Donc, j'aime pas le divertissement, j'aime bien être là où je suis. Et donc, la vacance, pour moi, est quelque chose qui est difficile. Je m'y force de temps en temps, mais c'est souvent générateur d'ennui, et il faut que je trouve une autre activité. Alors, ça reste artistique, c'est la visite de monuments, c'est la visite de musées, c'est la lecture de grands chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, mais j'arrive pas à me mettre sur une plage des Caraïbes et juste regarder les oiseaux passer au-dessus de moi et écouter le vent. C'est quelque chose qui est pour moi extrêmement compliqué. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver en Afrique noire, comme ça,
déconnecter complètement et me remettre en prise directe avec les forces telluriques de la Terre, c'est intéressant. Mais pour moi, c'est un petit peu limité, ça va pas assez loin, et ça me donne envie tout de suite de connecter ça avec le monde de l'art. La nature pour elle-même ne m'intéresse pas, la nature qui passe par l'art ou qui inspire l'art, c'est celle qui m'intéresse le plus. Manque de chance ou tant mieux pour vous, je ne sais pas.